Bienvenue sur Docs en Blues, ta dose d'infos médicales sans filtre et sans coup de blues. Aujourd'hui, on est accompagné d'Anna Rath, qui est la directrice d'Orphanet, et de Bruno Sarfati, fondateur d'Aswino, qui a développé une application qui est RDK pour les maladies rares, donc en lien avec Orphanet. Et bien sûr, je suis accompagné de mon fameux acolyte Alexandre Siffer, toujours interne en ophtalmo, et puis il y a moi dans les trois, quoi. Non, peut-être pas. Si, ouais. Donc j'étais auto-présenté. Ok, donc aujourd'hui on va parler de maladies rares. C'est quoi aujourd'hui une maladie rare ? Alors une maladie rare, c'est une maladie peu fréquente et peu connue en général des médecins. Et on détermine la fréquence en Europe à moins de une personne sur 2000 habitants. Donc on dit à peu près 1 sur 20, 3 millions en France, voilà. Ce qui est bien d'insister, c'est que quand on dit une personne sur 2000, on peut avoir l'impression que c'est pas si rare que ça, une personne sur 2000. Mais mine de rien, une personne sur 2000, il y a des pathologies que des médecins ne vont jamais croiser dans leur vie, juste parce qu'une fréquence de 1 sur 2000, c'est quand même déjà très rare, en fait, mine de rien. Oui, en fait, il y a tellement de maladies. Il y a 6500 maladies différentes. Il y en a qui sont un tout petit peu plus fréquentes que les autres, mais il y a des maladies qui touchent quelques personnes dans le monde. Donc, évidemment, un médecin ne peut pas connaître toutes les maladies, mais les malades ensemble sont nombreux, finalement. Donc, 3 millions en France, 300 millions dans le monde, et c'est une sous-estimation. Donc, forcément, tous les médecins voient, même sans le savoir, au moins des maladies rares. Parce que du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une maladie rare, donc qui a une fréquence de 1 sur 2000, en effet, c'est très rare. Mais le fait d'accumuler toutes les maladies rares, en fait, il y a beaucoup de maladies rares. Donc, il y a beaucoup de patients qui sont atteints de maladies rares. Exactement. D'accord, très bien. Et du coup, si je dis pas de bêtises, comme tu es la directrice d'Orphanet, est-ce que tu peux nous parler un peu d'Orphanet ? Oui, bien sûr. Donc, Orphanet, j'espère que vous connaissez quand même. On a beaucoup vu ça quand on était externe et encore interne, on entend parler. Oui, bon, tant mieux. Donc, c'est une unité de l'INSERM, donc l'Institut de recherche médicale en France, et qui existe depuis presque 30 ans. Donc, maintenant, c'est une institution qui, disons, est à l'échelle internationale parce qu'on a 40 pays dans Orphanet. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire à Orphanet ? C'est améliorer la connaissance sur les maladies rares, donner de la visibilité et donner de la visibilité aussi aux experts, aux consultations, aux centres qui sont experts dans la maladie parce qu'ils sont rares aussi. Donc, on développe de l'information, plusieurs langues, et surtout, on développe une nomenclature qui est maintenant utilisé dans les hôpitaux pour coder les malades et pouvoir donc les reconnaître, les compter et augmenter les connaissances. On est d'accord que Orphanet, c'est un peu la Bible de toutes les maladies rares. Oui, la Bible, oui. C'est un peu ça, alors. C'est-à-dire que normalement, grosse responsabilité, mais oui. Ça répertorie à peu près, oui, en tout cas toutes les maladies rares connues sont censées être sur Orphanet. Exactement. Donc en fait, quand on est médecin et qu'on a du mal et qu'on trouve une pathologie dont on ne retrouve pas en fait le cadre, quelle est la maladie, on pourrait aller quelque part et taper un peu les symptômes que le patient a et pouvoir retrouver quelle maladie serait potentiellement associée à ça. Ça, c'est justement le but de l'application RDK. Ok, donc Orphanet, c'est un recensement des différentes maladies. Mais un recensement avec des explications, donc des résumés, des textes, des recommandations de pratiques, des recommandations pour les urgences et les signes et symptômes de chaque maladie. D'accord, j'ai compris. Et donc, avec ces signes et symptômes et les maladies et toutes les informations attachées, on a pu développer avec Bruno cette application RDK qui fait ce que tu dis. J'ai compris. En fait, il faut vraiment se dire que c'est une des plus grandes bases de connaissances des maladies rares. Donc, il y a vraiment tout. Ça va des définitions, l'étiologie, mais il y a même les recommandations, par exemple, pour les protocoles de prise en charge. Il y a vraiment tout. C'est une base de connaissances une des plus grandes au monde. Et comment vous avez pu créer un truc pareil ? Il y a de l'IA là-dedans, non ? Non, il n'y a pas l'IA. Il y a vraiment de l'intelligence naturelle. Non, c'est une grosse équipe qui surveille la littérature tout le temps. Et donc, qui prend les données, qui les qualifie et qui construit cette base, et qui est une base qui sert à faire le site Orphanet que tout le monde connaît, mais qui sert aussi à plein d'autres exploitations, comme l'application RDK, mais aussi pour la recherche. Et ma question, c'est est-ce que vous pouvez nous donner une maladie rare qui est
la plus connue, mais qu'on pense du coup que c'est pas une maladie rare. Dans les plus fréquentes, il y a la mucoviscidose. C'est vrai. Mais la mucoviscidose est une maladie rare. Elle est moins rare en Bretagne, par exemple, donc il y a un gradient. Mais c'est une des maladies les plus connues. Mais que je pense que tout le monde sait que c'est une maladie rare. Donc, j'avais oublié que c'est... Non, mais moi, en fait, je la côtoie tellement, j'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement été amené à côtoyer la mucoviscidose que en fait, j'ai complètement oublié que c'était une maladie rare. Est-ce qu'il y a un gradient par rapport aux maladies graves? Par exemple, imaginons la mucoviscidose, c'est une maladie rare, mais une des plus connues, donc elle va avoir plus de recherches par rapport à ça. On connaît mieux la maladie, on connaît mieux les traitements. Est-ce que les maladies qui sont encore plus rares, et il y a un classement, celles qui arrivent les plus rares, finalement, on ne connaît rien dessus, il n'y a pas de traitement et on ne sait pas quoi faire. Alors, il faut savoir qu'il n'y a que 5% des maladies pour lesquelles il y a un traitement. Et la plupart du temps, pas curatif. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a 95% de maladies qui n'ont pas de réponse thérapeutique. Là, on parle de maladies rares ou de maladies globales? Non, rares. On parle de maladies rares. Voilà. En fait, on parle même de l'ultra rare après, parce qu'en fait, quand tu descends sur quelques cas, en fait, c'est de l'ultra rare. Donc, tu imagines bien que il n'y a pas encore beaucoup de recherches sur l'ultra rare, soit parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients et avoir des données, mener des études sur des ultra rares, c'est très compliqué. C'est vrai, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant à montrer, c'est qu'au final, quand on est dans une maladie qui est très rare, qui va toucher, je vais dire une bêtise, une personne sur 10 000, faire de la recherche dessus, même s'il y a l'argent, c'est pas forcément évident, parce que pour faire des recherches et avoir des données, Tout à fait. en fait, il y en a tellement peu de gens, que c'est pas évident de il pouvoir... faut aller à l'international. Et donc, c'est pour ça que maintenant, voilà, il y a des grands programmes de recherche européens. Et il y a des réseaux de référence, des centres de prise en charge et de recherche au niveau européen. C'est les réseaux européens de référence. Et donc, les maladies rares ne connaissent pas de frontières. Il est très, très, très rare, les ultra rares, comme on les appelle, même s'il n'y a pas de définition très précise. Et il faut vraiment des collaborations internationales. Sinon, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Moi, j'avais vu à l'hôpital, j'avais une copine qui avait présenté une dystrophie rétinienne, où en fait, ils avaient fait une étude là-dessus, où ils étaient capables d'injecter au niveau de la rétine une espèce de produit. Et le prix qui s'était remboursé par la sécurité pour une efficacité qui n'était pas si élevée que ça, mais c'était 300 000 € l'injection. Tu te rends compte? Et ça, la pathologie en question, c'était considéré comme une maladie rare? Ouais, très rare. Toutes les dystrophies rétiniennes sont rares et chacune a une base génétique précise. Donc la thérapie génique se développe dans les maladies, dans les dystrophies rétiniennes et beaucoup. Mais c'est vrai, il y a un coût de développement qui est très, très élevé, un temps de développement qui est très élevé et un marché qui est très petit. Donc c'est un vrai problème, un vrai sujet, le prix du médicament. Tu ne peux pas avoir le même prix pour soigner 10 patients et soigner le diabète avec 4 millions. Et dans l'avenir, c'est une vraie question, parce que c'est pour ça que l'Alliance européenne est essentielle, parce qu'en fait, sinon, il n'y aura pas de recherche, parce que le coût des traitements est tellement élevé qu'il faut absolument travailler à l'échelle européenne au minimum. Et donc dans l'avenir, le but, ce serait de trouver des thérapies, notamment géniques, qui arrivent à se mettre de plus en plus en place, mais que ça coûte moins cher et que ça aille plus vite au niveau de la recherche, idéalement. Oui, la médecine personnalisée, c'est fondamentalement un des axes importants, je pense, dans les maladies rares. Après, toutes les maladies ne sont pas génétiques, c'est 70%, évidemment. 72%. Mais il y a des maladies, dont l'étiologie est toujours inconnue, qui sont idiopathiques, qui ont peut-être des mécanismes auto-humains, etc., pour lesquels il y a des développements thérapeutiques qui peut être un peu moins cher que pour les maladies génétiques. Et du coup, par rapport à tout ça, si je dis pas de bêtises, il y a une application qui a été développée, RDK. Oui, alors déjà, avant juste de parler d'RDK, c'est la raison pourquoi il y a eu une application. En fait, ce qu'on n'a pas encore abordé, c'est qu'un des problèmes majeurs... Alors déjà, il faut savoir que les maladies rares, c'est une cause nationale. C'est pour ça qu'il y a des plans nationaux des maladies rares. On va bientôt être annoncé le 4e. Et dans cette cause nationale, il y a notamment un point très important, c'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. La moyenne est à peu près de 5 ans. Alors, il n'y a pas d'errance, il y en a où ça peut aller jusqu'à 7 ans, donc c'est assez large. Mais ce problème d'errance, ça fait 3 plans que c'est une priorité, ça sera la priorité dans le 4e, et on a du mal effectivement à réduire cette errance. Et donc, avec Orphanet, on a co-développé une application qui s'appelle RDK, dont l'objectif est, à partir de symptômes, d'orienter le plus rapidement possible le patient vers les centres experts.
hein. Donc on revient un petit peu sur l'exemple que Ouais, tu citais tout à l'heure, où l'idée c'est comment cette base de connaissances gigantesque, parce que vous ne pouvez pas faire face à 6300, comment connaître 6300 maladies, comment donner un outil moderne à l'ensemble des professionnels de santé, notamment avec une application où lequel vous allez pouvoir taper vos symptômes sur votre smartphone. Ça va vous donner une liste probable de maladies rares. Sur ces maladies rares, vous allez pouvoir consulter la fiche, toute la connaissance sur Internet, voir le centre expert le plus proche pour envoyer au centre expert et faire connaître. Voilà comment on peut utiliser la technologie digitale pour rendre un service à la communauté, parce qu'effectivement, ça s'y prête particulièrement bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit qu'on a 3 millions, on calcule, et c'est encore une sous-estimation, 3 millions de personnes atteintes de maladies rares en France en ce moment. On a un système en France des centres d'expertise et un registre national. Et donc, dans les centres d'expertise, des références de compétences, c'est obligatoire de rentrer les malades dans ces registres nationaux. Dans ces registres nationaux, il y a la moitié des malades. Ça veut dire qu'il y a 1,5 million qui se baladent dans la nature, c'est-à-dire avant, dans les systèmes de santé, les médecins généralistes, les pédiatres, les spécialistes, qui n'arrivent pas au dispositif d'expertise et qui donc tournent dans des spécialistes en spécialistes sans savoir des diagnostics. Et c'est ça la cible de cette application RDK. Ces médecins-là qui sont démunis parce qu'ils ne peuvent pas connaître évidemment toutes les maladies rares et que face à des symptômes qui ne collent pas, peuvent être juste perdus ou faire traîner en longueur le malade par manque d'alerte sur les maladies rares. En moyenne, on met combien de temps à diagnostiquer une maladie rare, tout confondu, toute maladie rare confondue? En moyenne, les enquêtes montrent que c'est 5 ans. On commence à avoir des données plus précises grâce à ces registres. Donc, on voit que chez les adultes, ça peut être plus de 10 ans. Et chez les enfants, c'est un peu moins parce que, on se doute, il y a peut-être une plus grande alerte, mais c'est 5 ans, même pour les maladies très connues. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas faire comprendre aux patients qu'aussi du côté du médecin, c'est pas forcément évident pour nous. C'est-à-dire qu'un patient, il va arriver avec des symptômes qui vont coller dans un premier temps à certaines cases de pathologie que nous, on connaît. Donc, on va essayer de les rattacher parce que par ordre de fréquence, c'est beaucoup plus probable d'avoir une maladie fréquente qu'une maladie rare. Donc, on va essayer dans un premier temps de la rattacher à une certaine case et que c'est vrai qu'après, ça va sûrement évoluer parce que du coup, c'est pas la bonne case. Donc, le patient va évoluer, ça va pas correspondre. Et qu'après, par contre, c'est au médecin de se remettre en question pour se dire, est-ce que je suis pas en train de me tromper dans mon diagnostic? Est-ce qu'il n'y a pas une autre cause à ce que je pensais au début? Et donc, je trouve que faire comprendre aux patients que c'est pas parce c'est normal de pas être diagnostiqué très rapidement, ça c'est normal. Par contre, de mettre autant de temps derrière, là c'est un peu moins normal quand même. Oui, c'est un peu on dit toujours dans les maladies rares, ce qu'on veut un peu mettre en place, la culture du doute, c'est-à-dire quand un patient traîne, parce que c'est souvent des symptômes banals qui traînent, et le patient revient, et à un moment donné, et si c'était une maladie rare? C'est ça qu'il faut, comme tu dis, il faut se remettre en cause à un moment donné, et si c'était une maladie rare? Et là, effectivement, il y a la base de connaissances Orphanet, il y a RDK qui peut maintenant facilement se poser la question et voir si c'était une maladie rare. Parce que moi, je vois bien, le patient, il commence à avoir des symptômes, c'est sûr, c'est une maladie rare, il arrive dès le départ sur RDK, ça y est, il sort 10 maladies rares, il va voir son médecin généraliste, alors j'en ai une des 10. Question pratique sur l'application, parce que nous, en tant que médecin, on croise un malade, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que ça on met 3 heures pour remplir tous les symptômes ou ça va assez vite non, ça prend quelques secondes. Quelques secondes. Alors, peut-être compliqué de faire une démo live, mais ça prend vraiment quelques secondes. Vous tapez juste un symptôme, un deuxième, ça vous dit déjà une première liste de maladies. Vous pouvez préciser si c'est un enfant que vous avez en face de vous ou un adulte, parce que ça va réduire le nombre de maladies. Et après, vous n'avez plus que les maladies par ordre de fréquence possible, et vous appuyez, vous achetez la fiche, et vous appuyez, vous avez le centre expert, avec l'email et le téléphone pour appeler le centre expert s'il faut. C'est vraiment, l'expérience, c'est 1-2 minutes. C'est hyper rapide. Aujourd'hui, effectivement, on dit c'est vraiment tous les professionnels de santé en première ligne. Donc, effectivement, il peut y avoir le MG, le pédiatre, mais on sait que c'est déjà beaucoup utilisé par les internes. Parce qu'effectivement, dans l'hôpital, on n'a pas accès difficilement aux ordinateurs. Donc, on a une tablette, un téléphone, au mieux. Et du coup, c'est vrai que ça rend ce service aussi dans les hôpitaux d'avoir accès à Orphanet facilement. Donc ça peut être intéressant de l'avoir constamment sur son application de téléphone, un peu comme le Vidal, où en 2 secondes on va regarder la posologie. Franchement, c'est pas grand-chose, mais au moins vous avez cette connaissance possible à tout moment.
Et du coup, donc, si je dis pas de bêtises, donc RDK donc, est en lien très proche avec Orphanet. Donc, du coup, toute la base de données d'Orphanet est donc C'est sûrement sur RDK. C'est ça. Donc, ça permet, à travers des symptômes, de venir chercher des diagnostics. Donc, du coup, ça fait des résumés peut-être aussi cliniques de Oui, la tout à pathologie. fait. il y a tous les résumés cliniques et comme je disais tout à l'heure, il y a même, si un protocole a été déjà édité, ce qu'on appelle les PNDS, il est aussi dans l'application C'est des recommandations de bonnes pratiques françaises. française. Et donc, ça permet un accès rapide, facile, par un autre moyen à Orphanet, sans aller sur Orphanet. Après, par ricochet, c'est arrivé à la fin. Mais vous pouvez rapidement lire le résumé ou une définition et dire, bon, oui, où je cherche, et voir tous les autres symptômes de cette pathologie que vous suspectez peut-être, pour aller les chercher. Et moi, j'ai une question qui me pose, alors je suis un peu long, mais imaginons que, parce que je pense qu'il y a des maladies rares qui sont quand même très proches en termes de symptomatologie et en termes de traitement et de diagnostic, en fait, sont un peu opposés. Est-ce que eh ben, imaginons, par les symptômes, j'ai à peu près une dizaine de maladies qui reviennent avec un peu un ordre de fréquence. Est-ce qu'il y a une stratégie, ou c'est juste de suivre de commencer par la plus fréquente et puis après d'aller vers la plus rare? Parce qu'au final, est-ce que si je l'envoie vers un centre expert, que c'est pas bon, après vers un deuxième, vers un troisième, vers un quatrième? Comme vous avez accès à toute la connaissance, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent vous orienter. Alors évidemment, au début, vous allez avoir peut-être 6 ou 7 maladies et vous n'êtes pas sûr que celle qui est en haut sera la bonne. Par contre, à l'intérieur, vous avez la description clinique, vous avez, comme le disait Anna, il y a les autres symptômes. Donc au bout d'un moment, vous allez dire, la description, ça commence vraiment à me ressembler à mon patient. Je regarde les autres symptômes, il a ça, et là, vous commencez à vous dire, ça commence à attacher. Ça commence à dire, ça fait beaucoup de faisceaux vers cette maladie, et donc je préfère l'envoyer à un centre expert pour faire le diagnostic. C'est que les maladies rares? Est-ce qu'il y a que les maladies rares ou par exemple, si jamais il y a une autre maladie qui pouvait se rapprocher, mais qui n'est pas considérée comme une maladie rare, on pourrait... Il n'y a que les maladies rares. Que les maladies rares. Voilà, c'est Orphanet, le contenu c'est Orphanet, pas autre chose. Okay. Et donc, il n'y a que les maladies rares. Donc, il faut quand même avoir la culture de et si c'était une maladie rare. Ça, c'est la question qu'il faut se poser avoir derrière la tête. Après, c'est vrai que moi, je le vois plus dans le côté des urgences. Nous, on se pose très rarement cette question parce qu'en vrai... on veut vite enlever la cause de la gravité ou de l'urgence. Après, c'est vrai qu'on oriente après au maximum le patient du bon côté, mais du coup, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que Orphanet, donc peut-être seulement aussi RDK, donc a aussi développé quelque chose pour les urgences, c'est-à-dire pour le côté urgentiste. Oui, ça fait plusieurs années qu'on développe ça avec la Société française de médecine d'urgence et les SAMU. Ce sont des fiches qui sont faites avec les centres de référence, les associations de patients, l'Agence de la biomédecine, pour la conduite à tenir en cas d'urgence pour des malades dont on connaît les diagnostics. Ok. D'accord. Parce qu'on a les droits d'avoir une maladie rare et un accident de la voie publique, bien sûr, mais il peut y avoir des choses à éviter de faire ou des choses à faire spécifiquement pour cette maladie. Et donc, on a une autre application que Orphanet a développée qui s'appelle Orphanet Guide, dans laquelle il y a toutes les recommandations en urgence pour les SAMU et pour les urgences hospitalières. Parce que je m'étais imaginé le médecin urgentiste qui arrive et qui diagnostique la maladie rare et tout. Je me dis, il est chaud quand même. Oui. Ok, très sympa. Pour un premier contact avec un patient, c'est pas le propos d'aller chercher une maladie rare sur un premier contact. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Oui, c'est pas l'urgentiste qui fait les diagnostics. Choses à faire ou pas faire face à un patient qui est atteint d'une maladie rare. Oui. Et du coup, là, les développements qu'il va y avoir donc, très prochainement sur RDK, ou du coup, la vision à court, moyen, long terme. Alors, il y a pas mal de choses, une grosse actualité. En fait, déjà parce que les maladies rares ne s'arrêtent pas en France. Et on n'en a pas encore parlé, mais Orphanet est vraiment la référence mondiale pour les maladies rares. C'est utilisé dans toute l'Europe, c'est même utilisé aux États-Unis. Donc, c'est la base de référence. Donc, effectivement, il y a beaucoup de demandes de tous les pays maintenant pour avoir RDK dans son pays. Et donc, là, prochainement, on va la lancer très prochainement en Espagne. Et puis, on va essayer de la lancer le plus vite possible dans tous les pays d'Europe. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point important, il y a pas mal, on fait très attention au retour des médecins. Donc, les médecins nous font un certain nombre de feedback qui fait qu'on met à jour d'ailleurs l'application de deux manières. On met à jour pour les symptômes, les nouveaux symptômes, les feedbacks des médecins, et la base de connaissances en fait se met à jour aussi tous les mois. Donc, l'application se met à jour tous les mois. Parce que ça, c'est très important pour la pérennité, la fiabilité de l'application, c'est qu'elle est en permanence mise à jour. Et donc après, il y a des demandes comme
avoir accès aux essais cliniques en cours. Donc ça, c'est des demandes que les médecins nous ont fait. Même s'il n'y a pas beaucoup de traitements, on aime bien savoir quand on a un patient, est-ce qu'il y a des essais en cours dans cette maladie. C'est quand même important. Quand on sait que 95% n'ont pas de traitement, on a envie de savoir s'il y a quand même des essais en cours. Il y a des demandes sur ce qu'on appelle les publications scientifiques. Donc là, on va améliorer les résumés des publications scientifiques, ce qu'on appelle les case reports et reviews. Et surtout, on va mettre petit à petit de l'IA, notamment pour mettre une assistance vocale pour que le médecin qui a envie que de parler et même plus de taper, Ça plus vite. Et puis il vite, et que ça propose de plus en plus, avec un système d'IA, que ça propose de plus en plus la meilleure symptomologie possible à chaque maladie. Et on va améliorer aussi toute la partie synthèse scientifique qu'on pourra proposer. Voilà, toutes ces choses-là qui vont nous apporter encore plus l'IA. Parce que ce qu'il faut bien comprendre derrière tout ça, c'est qu'au final, certes, les maladies rares, des fois, on en connaît mieux certaines plus que d'autres, mais que dans tous les cas, comme tu disais, tous les jours, il y a des symptômes qu'on comprend un peu mieux sur certaines pathologies, donc c'est quelque chose qui doit être actualisé constamment. Et il y a des mois, on met plus de 600, 700 symptômes par mois, des fois. C'est énorme, avec les synonymes, parce qu'il ne faut pas penser qu'un symptôme, il a plein de synonymes. Hein. Oui, et donc il y a cette extension internationale, parce que Orphanet est déjà international, donc on s'appuie sur ça pour avoir les centres dans d'autres pays, les informations dans d'autres langues. Donc c'est ça, on peut aller plus vite et grâce à ça. Mais pour nous, Orphanet, c'était aussi un peu inattendu, mais il y a quand même un bénéfice, parce qu'on a du feedback. Et c'est très, très important, et on est très, très preneur, parce que nous, on se base sur les publications. Mais tout n'est pas publié. Et donc, il y a du feedback qui vient directement des médecins qui nous font réviser les informations et mettre à jour. Et il y a quelque chose qu'on veut absolument avoir, c'est savoir ce qui se passe, parce qu'on ne collecte pas des données personnelles, les données du médecin, etc., mais dans l'application, il y a maintenant un formulaire, un questionnaire, parce qu'on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été utile? Est-ce que ça a fait qu'on a consulté un centre expert? Est-ce qu'on a pu être moins démunis face à une maladie qu'on ne comprend pas? Donc vraiment, il faut inviter les médecins qui utilisent RDK à venir nous raconter en fait qu'est-ce qui s'est passé après, parce que ça va aider énormément à comprendre si on répond bien aux besoins ou pas, si on peut encore améliorer des choses et à un peu voir l'impact qu'on a. Parce que, c'est vrai que niveau impact, ce serait pas mal. Et même au niveau du diagnostic de maladies rares, de pouvoir dire, grâce à l'application, là, j'ai une maladie rare, ça pourrait faire un recensement aussi du nombre de maladies rares diagnostiquées. Ouais. Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que vous, alors c'est une question, il y a une réponse ou il n'y a pas de réponse, hein, mais est-ce que il y a une durée à partir duquel vous conseillerez à un médecin que s'il est face un peu à une errance diagnostique, donc peut-être de 6 mois, peut-être de 8 mois, je sais pas, hein, de se dire, commence à regarder RDK plus vite que prévu. Est-ce que pour vous, je sais pas, est-ce qu'il y a un moment où il y a un moment vraiment plus propice qu'un autre pour aller vraiment sur RDK, ou c'est d'aller au bout de 2-3 fois, j'ai l'impression que mon patient il revient, ça fait genre 2-3 mois je le suis, ça commence, j'ai l'impression que il va bien cliniquement, mais je sens qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut déjà aller à ce moment-là sur RDK, ou on peut encore attendre un peu? Je sens en tant que médecin où les parents sentent. Parce que parfois, c'est les mères qui disent « Oui, docteur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Ou quand c'est des adultes, c'est encore plus difficile. Et donc, moi, je dirais déjà d'avoir cette écoute par rapport aux parents et par rapport aux patients, parce qu'en général, ils savent. Ils savent que quelque chose... Donc, ils vont aller ailleurs. Et forcément, parce qu'ils ont besoin d'une réponse. Évidemment, s'il y a des choses qui ne rentrent pas dans les cases au bout de 2-3 consultations, etc. Et on devrait se poser la question. Hein, voilà. La réponse est très différente si c'est un bébé, c'est un enfant qui a peut-être des chutes fréquentes, une mauvaise vision, et qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut une à une réparer, mais qui ensemble n'ont pas de nom. Et donc là, il faut que ça fasse tilt et que ça aille
voilà, Parce que c'est vrai chercher que sur moi, je RDK. me vois bien être en ville et me dire, mais là, ça fait un moment que je commence à perdre le fil, mais est-ce que je vais pas commencer à aller trop tôt sur aller lui chercher une maladie rare, qui au final, c'est juste moi, un truc un peu plus évident, je suis en train de le louper, quoi. Donc c'est pour ça, c'est cette frontière de Oui. se dire, j'y vais ou j'y vais pas, ou je ralentis un peu, j'attends un peu. Oui, oui, je te comprends parfaitement parce que c'est vraiment l'essence clinique de dire, voilà, et qu'on n'est pas tout le temps démuni, et que ce n'est pas tout le temps rare, Exactement. évidemment. Mais il ne faut pas se louper parce qu'il y a une perte de chance, il y a peut-être quelque chose à faire, ou peut-être que ça ne coûte rien, si ce n'est le temps des uns et des autres, de poser une question à un expert dans un centre. C'est vrai que, par exemple, on a des parents qui nous ont raconté, surtout si l'enfant, c'est pas facile. Par exemple, un enfant, il va dire, il va au sport, il va dire, je suis fatigué. Alors le médecin va dire, il veut juste pas faire de foot, ça l'intéresse pas. Et puis, on détecte pas ces symptômes un peu, voilà, on va dire juste, il veut pas faire de sport, il est feignant, il est machin. Donc c'est vrai que c'est pas facile de faire cette frontière-là et cette écoute et se dire à un moment donné, bon, quand même, ça revient. Voilà, de pas rentrer dans une psychose très rapidement. Quoi. Donc, c'est ça il faut qui est trouver le bon juste milieu. Et à quel milieu. moment on se dit, bon là, je pense que je suis clairement en train de me tromper, il faut vraiment que j'aille chercher quelque chose de beaucoup plus rare. Quoi. J'aimerais juste revenir sur la partie que c'est importante pour tous les médecins qui nous écoutent. C'est que vous pouvez, effectivement, ça a un impact. À chaque fois qu'on fait un feedback dans RDK, ça a un impact aussi, peut avoir un impact sur Orphanet. Puisque le système, c'est que tous les feedbacks que sont faits, les médecins nous font, on dit tiens, il manquerait ce symptôme, il y a ça, il y a ça. Nous, c'est remonté directement à Orphanet. Orphanet va valider effectivement l'ajout d'un symptôme et ça va être mis dans la base Orphanet qui est utilisée au niveau mondial et ça revient dans RDK. Donc, c'est vraiment un système vertueux en place et chaque personne, chaque médecin aujourd'hui peut en avoir un impact mondial quelque part grâce à ces feedbacks. Donc, c'est vraiment, on a créé vraiment une appli de la communauté. Parce qu'elle est gratuite en plus. Voilà. Ah oui, et gratuite. Ouais, et le restera. C'est hyper intéressant. L'information d'Orphanet est publique, Orphanet est gratuit, c'est une base de données publique et donc RDK, donc nous on tient particulièrement à ce que... Si on veut avoir un impact, il faut que ça soit... l'objectif c'est d'avoir un impact, parce que ça fait trop longtemps pas que mettre des barrières à l'entrée. Si on devait mettre une phrase, c'est votre guide anti-maladie rare, RDK, non? Voilà, exactement, votre guide anti-maladie rare, j'aime bien. Bah, écoutez, trop sympa. Avant de commencer ce podcast, on avait posé certaines questions sur les réseaux. Et il y en a 2-3 qui sont ressortis. On va vous les poser. Alex, c'est toi qui les fais? C'est moi, allez. Allez, donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ou on répond, ou on répond pas. Si on peut répondre, si on peut répondre, avec plaisir. Ouais. Alors, j'en ai une. Si la découverte n'a pas lieu pendant la grossesse, est-ce qu'il y a une tranche d'âge où on en découvre le plus? Oui, alors toutes les maladies de l'enfant ne sont pas diagnosticables pendant la grossesse et d'autres se déclarent, notamment les neurologiques, les retards de développement, etc., dans la petite enfance ou dans l'enfance. La plupart des maladies, ce sont des maladies qui débutent dans l'enfance. Donc 75% des maladies débutent dans l'enfance ou dans l'adolescence. Mais il y a quand même 88% de maladies qui peuvent toucher l'enfant ou l'adulte. Okay. Donc c'est pendant l'enfance. L'enfance, c'est quand même... Ne négligeons pas les adultes néanmoins, parce que justement, c'est là où il y a les symptômes qui sont un peu où les malades se font dire c'est dans votre tête, et que c'est pas dans la tête, et que c'est peut-être une maladie rare. Donc les adultes, il faut pas les négliger non plus. Pour Guillaume, est-ce que tu as le cas d'un patient qui t'a marqué parce que tu savais pas du tout ce qu'il avait? Pour moi, ça va être difficile parce que comme je suis aux urgences, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le fond de la patho, c'est vraiment la cause grave ou le problème aigu, quoi. Donc j'ai pas notion, moi en tout cas, jusqu'à maintenant, d'avoir eu affaire à quelqu'un et à la fin découvrir que c'est une maladie rare. J'ai eu des gens avec des maladies rares parce que je savais dès le départ, ils connaissaient leur maladie rare, mais j'ai pas eu à diagnostiquer et j'ai pas eu ce problème-là en tout cas. Enfin, en tout cas, j'ai pas notion. Moi, j'ai fait chirurgie, donc j'en ai vu, mais c'est plus facile parce qu'il y a la biopsie. Donc. Alors, que peut faire le personnel médical en cas de maladie incurable? Alors, maladie incurable, c'est pas forcément rare, malheureusement, voilà. Et incurable, c'est pas forcément mortel non plus.
Donc, comme on a dit, les maladies rares, il y en a très très peu pour lesquelles on peut proposer un traitement, mais on peut proposer aussi d'autres choses, d'autres types de prises en charge qui sont de l'accompagnement, des mesures diététiques, des mesures de kiné, voilà, un certain nombre de choses. Et il faut aussi savoir que rien que d'avoir un nom sur la maladie quand on est en errance, c'est déjà thérapeutique, parce qu'il y a, voilà, il y a une espèce de soulagement, on rentre dans quelque chose de moins inconnu, et donc c'est aussi important. Je trouve que dans ce cas-là, le fait d'avoir des groupes de patients qui ont la même maladie, Exactement. je pense que ça peut Les aider associations. beaucoup. En soi, c'est un début de traitement. Je pense que déjà avoir un diagnostic à ce qu'on a tous les jours, et en fait, c'est de se faire comprendre par les autres et d'avoir un peu, comme tu disais, déjà potentiellement d'être dans des groupes. Et c'est, même s'il n'y a pas un vrai traitement, en soi, déjà, on est dans une démarche psychologique qui nous permet un peu de se comprendre. Vous avez l'Alliance Maladies Rares qui regroupe l'ensemble des associations de patients maladies rares. Donc, On avait rencontré. Ouais, qui est top. Et d'ailleurs, pour revenir à votre question tout à l'heure aussi, ils font une étude chaque année et ils estiment qu'à peu près 20% des patients s'autodiagnostiquent aujourd'hui. Ok. Mais ils s'autodiagnostiquent de manière juste, du coup. Bah, parce qu'en fait, ils errent. Et donc, quand vous errez, vous allez sur Internet, vous êtes obsédé par ça. Et donc, voilà. Donc, ils vont sur Orphanet. Voilà. Ou RDK. Ou RDK, voilà. Mais... Non, mais du coup, je veux dire, c'est pour dire que RDK, finalement. Pour les adultes aussi, voilà, ça reste, il y a encore beaucoup de progrès à faire parce qu'effectivement, il y a cette errance qui se manifeste avec un autodiagnostic. La dernière, maladie rare non étiquetée, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Donc, il y a, même si vous rentrez dans un centre de référence, on fait toutes les études, y compris des séquençages au débit, etc., il se peut qu'il n'y ait pas de diagnostic, parce que la connaissance n'est pas là encore. Et donc, on parle d'impasse diagnostique quand on a fait tout ce qui était possible de faire dans un très bon centre et qu'on n'arrive pas à trouver les diagnostics parce que c'est le premier cas, parce qu'il n'y a pas encore une maladie qui est constituée, qui est consolidée. Et donc, c'est une maladie pour laquelle on dit c'est une maladie sans diagnostic. Et à Orphanet, on a créé un code pour ça, parce que ces malades-là sont les invisibles. Voilà, les invisibles parmi les invisibles. Les malades avec maladies rares ne sont pas très visibles. Donc, on a créé un code de manière à pouvoir identifier les malades qui sont en impasse diagnostique et pouvoir les amener dans un parcours de recherche international, trouver le deuxième, le troisième, le quatrième, comprendre ce que c'est que la maladie et voilà, et lui créer un diagnostic, un nom et un code. Excellent, c'est beau. Ça va donner de l'espoir, je pense, à beaucoup de gens qui sont dans ces situations qui ne sont pas faciles. Surtout que je pense qu'il y a un message qu'il faut faire penser, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de diagnostic, qu'il n'y a pas des recherches qui sont en cours, qu'il faut comprendre aussi que le fait d'avoir des maladies qui sont très rares, il y a très peu de patients qui, du coup, par conséquent, qui sont atteints, donc forcément ça demande encore plus de temps. Exactement, que même si au début, il y a forcément un impact financier, donc il faut que les pharma y mettent un peu d'argent, mais on y arrive progressivement, de ce que j'ai l'impression un peu quand j'écoute tout ce qu'on s'est dit, et qu'il y a quand même un message d'espoir derrière tout ça, et que aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est en errance que demain, on trouvera pas une solution diagnostique ou thérapeutique au problème. Oui, il y a une vraie prise en charge. Par exemple, là, l'Europe, un des plus gros budgets européens dans la santé, c'est dans les maladies rares. C'est un consortium qui s'appelle RDRA, qui met en réseau tous les chercheurs d'Europe dans les maladies rares. Et ça vient de commencer il y a quelques mois. Et c'est aussi montrer qu'il y a une vraie mobilisation européenne, parce que je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être assez important, parce que comme c'est rare, il faut se mettre à plusieurs pour y arriver. Et c'est un des plus gros budgets de l'Europe dans la santé. Oui. Et en France, on n'est pas mal loti, parce qu'on va, comme Bruno l'a dit, bientôt avoir un 4e plan maladies rares. Donc la France est un peu pionnière. Et en Europe, il y a un investissement constant depuis les années 2000 sur les maladies rares. Et une vraie organisation des soins qui permet vraiment, c'est pour ça que la porte d'entrée, centre de compétences, centre de référence, vous fait entrer dans quelque chose de très organisé derrière, que peut-être les gens ne connaissent pas assez, mais qui fonctionne très 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 bien en France.
Et on peut faire un petit cocorico parce que coordinateur de cette organisation européenne, c'est l'INSERM Aussi, ouais. et Orphanet. Voilà. Tout est relié. C'est relié. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était un Mais plaisir. merci à vous. Merci à Dr Blues. vous et merci, on est très Et bravo, contents. bravo pour tout ce que vous faites, Les franchement. maladies rares deviennent moins rares, du coup. On Ouais. les comprend. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et c'était Doc sans Blues.